C'était la voiture de luxe la plus étrange jamais construite. Une Aston Martin 4 portes avec un cockpit digne d'une capsule spatiale. Un prix qui faisait même réfléchir les chers. Et une électronique si peu fiable que les propriétaires devaient littéralement transporter des pièces de rechange dans le coffre. Et pourtant, c'est précisément cette voiture qui sauva l'une des grandes marques automobiles britanniques d'une disparition certaine. L'histoire de l'Aston Martin Lagonda ne commence pas par un triomphe, mais par le désespoir. Au début des années 70, Aston Martin se trouvait dans une situation qu'on ne peut qualifier que de catastrophique. La crise pétrolière de 1973 avait plombé le marché des voitures de luxe. L'économie britannique vacillait sous une combinaison d'inflation galopante et de chômage de masse. Et le marché le plus important d'Aston Martin, les États-Unis, s'était pratiquement effondré. L'entreprise changea 2 fois de propriétaire en 4 ans et était au bord de l'insolvabilité. C'est presque ironique. La marque qui avait construit l'Aston Martin DB pour James Bond et dont les voitures brillaient dans chaque film de cinéma de la décennie avait à peine de quoi payer les prochains salaires. Les nouveaux propriétaires, 2 investisseurs américains nommés William Sprague et Peter Minden, qui appréciaient le charme britannique d'Aston Martin, mais gardaient surtout les chiffres à l'œil, reconnurent précocement. Une entreprise de pur sport automobile dépend trop des cycles économiques. Ce qu'il fallait, c'était un navire amiral. Un véhicule qui ne se contenterait pas de rouler, mais enverrait aussi un message. Un message qui disait « Nous sommes toujours là et nous sommes plus grands que jamais ». Sprague et Minden mirent à disposition 75 000 livres, une somme modeste pour l'époque, pour développer une voiture entièrement nouvelle. Pour comparaison, les seuls coûts de développement de l'électronique du modèle de série construit plus tard devaient engloutir le quadruple de ce budget total. Mais personne ne le savait encore à l'époque. William Townes fut mandaté, un designer indépendant qui avait déjà conçu pour Aston Martin les pics DBS. Townes n'était pas homme de compromis. Quand il reçut la commande, la directive de la direction était claire. Le nouveau véhicule ne devait afficher aucune parenté visuelle avec les modèles Aston Martin précédents. Il devait choquer, polariser et surtout attirer l'attention. Townes s'installa à sa table à dessin et laissa libre cours à son imagination. Ce qu'il créa était plus radical que quiconque ne l'avait imaginé. Une berline en forme de coin, extrêmement plate, avec une carrosserie qui donnait l'impression que quelqu'un avait pris une règle et interdit toute courbe. Pas de chrome, pas de transition douce, pas d'ornements fantaisistes comme ils étaient courants chez Rolls-Royce ou Mercedes à l'époque. Seulement des arêtes vives, de longues lignes droites et une silhouette qui rappelait plus un avion de combat furtif qu'une berline de luxe. Townes décrivait lui-même son style comme du papier plié. Et en effet, si l'on regarde la Lagonda de côté, on peut imaginer comment un designer plie une feuille de papier selon certains angles et crée par hasard la carrosserie d'une voiture. Cette approche du design n'était pas totalement nouvelle dans les années 70, mais elle avait jusqu'alors été utilisée exclusivement pour les voitures de sport. Marcello Gandini l'avait définie avec la Lamborghini Countach et la Lancia Stratos Zero pour la faction à moteur central. Giorgio Giugiaro l'avait exploré avec l'Alfetta GT pour les voitures à moteur avant, mais habiller une berline de luxe dans ce langage formel, personne n'avait encore osé. Townes était le premier, et il le savait. L'ingénieur en chef Mike Losby faisait face à une tâche apparemment insoluble. Le salon de lancement, le British Motor Show à Earl's Court, Londres, avait lieu en octobre 1976, soit seulement 8 mois après le début du travail de développement sérieux. 8 mois pour transformer quelques esquisses et une maquette au quart d'échelle de janvier et un modèle en bois grandeur nature de mars en un véhicule roulant. Losby et son équipe travaillèrent à un rythme qu'on qualifierait aujourd'hui de start-up. Sauf qu'avec des sièges en cuir et un moteur 8 cylindres de 5,3 litres au lieu d'ordinateurs portables et de smoothies. Les ingénieurs dormaient à peine. L'atelier de Newport Pagnell fonctionnait 24 heures sur 24 et la pression d'en haut était énorme. Sprague et Minden savaient. Si la voiture fait un flop au salon, Aston Martin, c'est fini. Puis vint le 12 octobre 1976 et tout se passa exactement comme Losby l'avait secrètement redouté. Le prototype roula sur le stand. Les journalistes et visiteurs se tenaient devant les yeux écarquillés. Et puis arriva ce qui ne doit absolument pas arriver lors d'une présentation. La voiture ne roulait pas.
elle n'était pas techniquement opérationnelle. Les caméras de la BBC filmèrent comment le véhicule roulait simplement sur un terrain légèrement en pente, sans propulsion propre, et présentèrent ces images au public télévisé comme une voiture en mouvement. Personne ne le savait, sauf les employés d'Aston Martin qui se tenaient nerveusement à côté. Mais aucun visiteur ne le remarqua, car tous les yeux étaient de toute façon collés à l'intérieur. Car si l'extérieur était déjà radical, le cockpit était carrément révolutionnaire. Au lieu d'instruments ronds traditionnels avec des aiguilles, l'OASB et Townes présentèrent un tableau de bord entièrement numérique avec des LED et des boutons tactiles, comme on n'en connaissait jusqu'alors que dans les documentaires de la NASA. Pas un seul interrupteur conventionnel, pas un bouton rotatif qui aurait rappelé les anciennes voitures. Tout tactile, tout numérique, tout brillant d'une lueur verdâtre comme un écran radar d'un film de guerre. Les visiteurs du salon firent la queue pour jeter un simple coup d'œil à l'intérieur. Et bien que le véhicule ne puisse ni rouler ni se déplacer par ses propres moyens, Aston Martin collecta ce seul jour du salon 76 commandes avec acompte, majoritairement du Moyen-Orient, où cheikh arabes et princes du pétrole avaient apparemment attendu exactement une telle voiture. La caisse d'Aston Martin, qui quelques mois plus tôt était presque vide, respirait à nouveau. Ce qu'ils ne savaient pas, la plus dure épreuve pour la Lagonda était encore à venir, et elle n'avait rien à voir avec le design. Les applaudissements du hall d'exposition londonien n'avaient pas encore fini de retentir que Mike Loasby était assis dans son bureau à Newport Pagnell et savait que le véritable enfer ne faisait que commencer. 76 clients payants attendaient leur voiture. Le problème ? Aucune de ces voitures n'existait dans un état qui pourrait même vaguement être décrit comme opérationnel. L'électronique, le cœur de la Lagonda, était tout simplement non fonctionnelle. Et cela alors que des précommandes avec de l'argent réel étaient déjà arrivées. Aston Martin avait pris une décision intelligente qui s'avéra rétrospectivement naïve. Le développement du logiciel et de l'instrumentation numérique fut confié à des étudiants du Cranfield Institute of Technology en Angleterre. Cranfield était alors une université technique respectable. Mais des étudiants qui cherchent un emploi et rédigent des thèses de doctorat ne sont pas des ingénieurs expérimentés de l'aérospatiale. Le résultat fut catastrophique. Les prototypes fonctionnaient si mal qu'il y eut plus de pannes totales que de trajets réels lors des essais. En 1977, les premiers prototypes furent simplement reconvertis aux instruments analogiques, parce qu'on ne pouvait sinon pas les tester du tout. Imaginez, le tableau de bord le plus moderne de l'histoire automobile, et on doit le remplacer par des aiguilles et des instruments ronds pour que la voiture roule. En septembre 1977, plus d'un an après la présentation triomphale du salon, l'OASB tira la sonnette d'alarme. Cranfield avait échoué. Aston Martin se tourna vers une entreprise à Dallas, Texas, nommée Javelina Corporation, spécialisée dans la technologie informatique pour avions militaires et civils. Ce n'est pas un détail en marge, c'est une décision fondamentale. Pour faire fonctionner une voiture de luxe britannique, il fallait engager des fournisseurs américains d'armement. Javelina jeta tout ce que Cranfield avait construit à la poubelle et recommença de zéro. Ils remplacèrent les affichages à plasma gazeux par des diodes lumineuses, simplifièrent radicalement l'architecture du système et s'assurèrent qu'au moins les 40 fonctions les plus importantes fonctionnaient de manière fiable. Cela prit du temps, 6 mois de plus, et de l'argent, beaucoup plus que prévu. L'ingénieur en chef Losby parla plus tard ouvertement de cette phase, et ces mots sonnent comme un aveu de culpabilité. Il dit qu'ils avaient traversé une phase de développement absolument cruciale pendant l'année 1977, et qu'ils devaient admettre qu'ils avaient parfois l'impression d'avoir complètement raté le coup. Ils avaient sous-estimé le temps nécessaire pour rendre toutes ces innovations prêtes pour la production, et certains calculs de coûts avaient été tout simplement des devinettes. Cette franchise est d'une part rafraîchissante, d'autre part, elle fait vraiment prendre conscience de l'ampleur du désastre. Le budget de développement total était de 70 000 livres. Le développement de l'électronique à lui seul en engloutit le quadruple. Et puis vint le 24 avril 1978. Aston Martin avait organisé un événement de presse élaboré qui devait montrer que l'entreprise avait surmonté le chaos des 2 dernières années. Le lieu était Woburn Abbey, l'un des plus somptueux sièges aristocratiques anglais, entouré de parcs et de chênes centenaires. Le premier véhicule de série devait être remis médiatiquement à Lady Tavistock,
l'épouse de Robin Russell, le marquis de Tavistock, l'un des aristocrates les plus respectés d'Angleterre. Photographes, équipe de télévision, journalistes automobiles, tout le monde était là. Il ne manquait qu'un petit détail, la voiture ne roulait pas. L'électronique avait encore échoué et le véhicule dut être poussé sur scène par les employés d'Aston Martin. Les journalistes présents, apparemment assez gentlemen pour faire semblant de ne rien avoir remarqué, rapportèrent avec bienveillance. Et Losby se souvint plus tard que Lord Tavistock en personne était venu à l'usine avec un véhicule fonctionnel de son propre garage privé pour remercier les ouvriers et s'excuser de les avoir mis sous une telle pression. Certains présents avaient les larmes aux yeux. Le véhicule avait encore échoué. Et les caméras filmaient comment on le poussait sur la rampe. Et les journalistes écrivaient quand même sur la voiture comme si tout s'était déroulé selon le plan. Est-ce le pouvoir de l'establishment britannique ou simplement le souhait collectif qu'Aston Martin ne meure pas? Probablement les deux. Quand la voiture fut réellement livrée en 1979, le prix initialement annoncé de 20 000 livres avait déjà plus que doublé. Le premier modèle de série coûtait 182 000 marks en calcul allemand et fin 1979, le prix catalogue était grimpé à 49 933 livres, soit environ 300 000 € en pouvoir d'achat actuel. Et qu'obtenaient les premiers acheteurs? Une voiture dont les sièges se réglaient parfois tout seuls, dont les essuie-glaces entreprenaient des voyages fantômes les jours secs et dont les affichages numériques laissaient parfois les propriétaires dans l'obscurité au sens littéral. Le Time Magazine plaça plus tard la Lagonda sur la liste des 50 pires voitures de tous les temps, principalement à cause de cette fiabilité chronique. Et pourtant, les commandes ne manquèrent pas. Car il existait un marché qui ne lisait ni les prévisions météo britanniques, ni les recommandations des magazines automobiles américains, le Moyen-Orient. Des cheikh riches d'Arabie Saoudite, du Koweït et des Émirats Arabes Unis achetaient la Lagonda avec une évidence qui sauva presque Aston Martin. Ici, ce n'était pas la fiabilité qui comptait, mais l'exclusivité. Quand une voiture est si chère et si rare et si bizarre que votre voisin ne la connaît tout simplement pas, alors c'est exactement la bonne voiture pour un cheikh. Aston Martin imprima spécialement une brochure de vente en arabe qui se lit de droite à gauche et entre 1978 et 1988, on vendit 462 exemplaires de la série 2 seuls, majoritairement dans le monde arabe. Sans ce marché, la Lagonda n'aurait probablement pas survécu à l'économie britannique du début des années 80. Victor Gauntlet n'était pas un manager automobile ordinaire. C'était un ancien pilote de la RAF, entrepreneur en pétrochimie et portait toujours une montre de gousset dorée à une chaîne comme un gentleman d'un autre siècle. Quand il reprit en janvier 1981 avec sa société Pace Petroleum la majorité d'Aston Martin, l'entreprise était à nouveau en crise. En 1982, seulement 30 voitures quittaient les ateliers de Newport Pagnell. 30 pour tout un constructeur de niche, c'était un patient en soins intensifs. Le premier coup de maître de Gauntlet fut aussi pragmatique que génial. Il reconnut que la Lagonda, malgré sa peu fiabilité, possédait au Moyen-Orient un rayonnement qu'aucun budget marketing ne pouvait acheter. Il construisit personnellement des relations avec des concessionnaires et clients à Oman, au Koweït et au Qatar, voyagea lui-même dans la région du Golfe, parla avec des cheikh et positionna la Lagonda non comme voiture de luxe, mais comme l'automobile la plus rare du monde. Cette stratégie, aussi simple qu'elle puisse paraître, sauva littéralement la vie à l'entreprise. Et accessoirement, c'était aussi la vérité. Durant cette phase, la Lagonda devint le sujet de conversation aux salons automobiles de Francfort et Genève. Les connaisseurs automobiles allemands, qui avaient grandi avec des Mercedes à aileron arrière et d'élégantes BMW série 7, se tenaient devant la Lagonda et ne savaient tout simplement pas comment classer le véhicule. Était-elle belle? Était-elle laide? Était-elle la voiture du futur ou une curiosité britannique? C'était précisément cette énigme qui rendait la Lagonda si unique. Au salon de Francfort 1983, Aston Martin présenta des versions mises à jour avec de nouvelles jantes BBS, des sièges améliorés et des vitres arrière ouvrantes. Et les médias spécialisés allemands rapportèrent avec un mélange d'admiration et d'incrédulité. Auto Motor und Sport qualifia l'intérieur de tentative unique d'anticiper l'an 2000. Quelle phrase!
Mais la plus grande expérience technique de la Lagonda suivit avec la série 3, livrée à partir de janvier 1985, et c'était si typiquement Aston Martin, on changea à nouveau l'instrumentation, cette fois pour des tubes cathodiques, donc la même technologie qu'on trouvait dans les premiers moniteurs d'ordinateurs et téléviseurs. 3 écrans de 5 pouces remplacèrent les affichages LED précédents. Le problème, ces tubes s'avérèrent encore moins fiables que leurs prédécesseurs. Wikipédia les appelle sans détour un cauchemar mécanique avec une électronique qui serait impressionnante si elle avait jamais fonctionné. Mais pour les 75 propriétaires d'une série 3, ce tableau de bord était quand même fascinant. Il brillait d'un vert différent qu'auparavant, les polices ressemblaient à quelque chose d'un jeu vidéo et les affichages réagissaient au mouvement de la pédale d'accélérateur avec une inertie presque méditative. Seulement 75 véhicules de cette version furent jamais construits, ce qui en fait aujourd'hui les pièces recherchées de toute la gamme. En mars 1987, débuta au Salon de Genève la série 4, et ce que fit William Townes fut une petite trahison de sa propre vision. Il arrondit les angles. Les lignes tranchantes comme des lames de rasoir qui lui avaient jadis valu la réputation de moderniste inflexible devinrent plus douces, plus accessibles. Les phares escamotables disparurent au profit de 3 feux fixes de chaque côté, enchâssés dans une face avant redessinée. La voiture ressemblait soudain moins à une capsule spatiale et plus à une berline britannique soignée dans une robe moderne. Les réactions furent partagées. Les connaisseurs des premières séries déplorèrent la perte de l'intransigeance. Les nouveaux acheteurs, en revanche, trouvèrent le véhicule désormais plus accessible. Mais quelque chose se perd aussi quand on polit l'âpreté d'une œuvre d'art. Gauntlet laissa tout cela se produire, parce qu'il savait qu'Aston Martin avait depuis longtemps un problème plus grand que la question de savoir quel écran devait briller dans la Lagonda. En mai 1987, il était assis avec Walter Hayes, le vice-président de Ford Europe, à regarder les 1000 Miglia en Italie. Hayes connaissait le potentiel de la marque, et Gauntlet connaissait les chiffres. En septembre 1987, Ford acheta 75% d'Aston Martin. La Lagonda avait un nouveau foyer. Et la question était maintenant, que ferait un géant américain de la voiture britannique la plus étrange de tous les temps ? Quand Ford signa le contrat en septembre 1987 et reprit 45% d'Aston Martin, tout changea d'abord et en même temps rien. Les ateliers de Newport Pagnell ressemblaient exactement à avant. Les ouvriers portaient les mêmes bleus, polissaient les mêmes carrosseries à la main, astiquaient les mêmes tableaux de bord en cuir. Mais dans les coulisses se produisait un séisme qui affectait directement la Lagonda. Ford n'était pas sentimental. Ford voulait de la qualité, de la prévisibilité, de l'évolutivité. Et la Lagonda n'offrait rien de tout cela. Ce que Ford découvrit était un véhicule construit à un rythme de production hebdomadaire d'1 exemplaire. Un seul artisan passait une semaine de travail complète à usiner et assembler un seul moteur 8 cylindres de 5,3 litres. Chaque carrosserie était formée manuellement, chaque cordon de soudure tiré à la main. Il n'y avait pas de chaîne de fabrication, pas de principe de ligne d'assemblage, pas de chaîne logistique au sens moderne. C'était la tradition artisanale au plus haut niveau. Mais c'était aussi un modèle d'affaires du 19e siècle. Et Ford, l'entreprise qui avait inventé le principe de la chaîne d'assemblage d'Henry Ford, se tenait devant un constructeur britannique qui l'ignorait complètement et tirait son chapeau. Dans un premier temps. Car Ford était assez intelligente pour comprendre qu'on ne pouvait pas simplement restructurer Aston Martin comme une usine Ford à Cologne ou Valence. La valeur de la marque résidait précisément dans ce travail manuel, dans cette lenteur, dans cette singularité britannique inflexible. Alors Ford laissa la production de la Lagonda continuer, pour l'instant comme avant. Et les derniers exemplaires de série 4 roulèrent hors des ateliers jusqu'en janvier 1990. 645 véhicules en 12 ans de construction. Pour comparaison, Ford construisit dans le même temps plus de voitures que la production totale de Lagonda n'avait de boulons individuels. Et pourtant, la Lagonda n'était pas un produit de niche pour geeks, mais un véhicule qui avait lancé tout le débat sur l'intérieur du futur en Europe. Il faut imaginer, au début des années 80, un rédacteur automobile du magazine allemand Automotor und Sport se tenait devant une Lagonda
et écrivait que le véhicule semblait venir d'une époque dans laquelle nous ne vivons pas encore. Ce n'était pas un compliment au sens classique, mais ce n'était pas non plus une critique, c'était un aveu honnête de confusion. Les acheteurs automobiles allemands habitués à la qualité précise de la Mercedes Classe S et de la BMW Série 7 ne comprenaient pas la Lagonda comme produit concurrent. Elle appartenait à une autre catégorie, une catégorie qui n'avait pas existé auparavant. Une voiture comme déclaration philosophique, et cette déclaration eut des répercussions. Ford elle-même, jouant après l'acquisition avec l'idée de développer une nouvelle berline de luxe sous le nom Lagonda, chargea le célèbre studio de design Ghia à Turin d'une successeur. Le résultat, la Lagonda Vignale débuta en mars 1993 au Salon de Genève. Elle fut conçue par un jeune designer écossais nommé Moray Callum, qui devint plus tard directeur du design de Mazda, puis de Ford elle-même, et dont le frère aîné, Ian Callum, était considéré comme l'un des designers automobiles les plus importants d'Europe, notamment responsable du visage des Jaguar XK et XF. Les frères Callum, élevés à Dumfries, Écosse, tous deux fascinés par l'histoire automobile britannique, avaient fait leurs expériences professionnelles les plus marquantes dans l'environnement de ces véhicules qui liaient Lagonda et Aston Martin. Ce n'est pas un hasard, c'est de l'influence. Mais la Vignale resta un concept. Ford décida que les coûts de développement pour une vraie successeur de série ne se justifiaient pas et enterra le projet. Seulement 2 véhicules furent entièrement achevés par Ghia, un en gris, un en bleu Sorrento. L'exemplaire gris fut plus tard détruit, le bleu, Ford le vendit en 2002 lors d'une vente aux enchères pour 403 500 $ américains, bien au-delà de l'estimation de 120 000 $ maximum. Le marché parlait ainsi un langage clair. L'idée Lagonda valait plus que Ford ne l'avait cru. Et c'est précisément là que réside la véritable tragédie et en même temps le génie de ces automobiles. La Lagonda était à son époque trop inconfortable, trop peu fiable, trop chère pour ce qu'elle offrait. Le Time Magazine la plaça sur la liste des 50 pires voitures de tous les temps. Bloomberg Business Week l'appela l'un des véhicules les plus laids des 50 dernières années. Et pourtant, elle resta dans les esprits. Non pas parce qu'elle était bonne au sens conventionnel, mais parce qu'elle était le seul véhicule de son époque à avoir posé une question à laquelle l'industrie devait plus tard répondre. Pourquoi l'intérieur d'une voiture ressemble-t-il encore au cockpit d'un avion des années 50, alors que nous sommes depuis longtemps arrivés dans le monde numérique? Que reste-t-il d'une voiture qui n'a jamais vraiment fonctionné? Cette question, Aston Martin a dû se la poser honnêtement après la fin de la production de la Lagonda en mai 1990. 645 exemplaires, 4 séries, 14 ans. Un véhicule qui désespérait les journalistes, ruinait les entreprises d'électronique et laissait les propriétaires avec des caisses à outils dans le coffre sur des routes de campagne isolées. Et pourtant, la Lagonda ne disparut pas simplement, comme les expériences ratées ont l'habitude de disparaître. Elle continua de ronger la conscience de l'industrie comme une lettre sans réponse. Pour Aston Martin elle-même, les années 90 sous Ford furent d'abord une phase de réorientation. Ford investit des capitaux dans des modèles comme la DB7 et plus tard la Vanquish, la ligne de voitures de sport connut une renaissance, et Newport Paniel se transforma lentement en une entreprise plus moderne. Mais le nom Lagonda gisait comme une bête endormie dans le tiroir. Il était trop important pour l'enterrer, et trop compliqué pour le réveiller à la légère. Le premier signe de vie vint au Salon de Genève en 2009, et il était, pour le dire gentiment, surprenant. Aston Martin, entre-temps à nouveau indépendante après la vente par Ford en 2006, présenta sous le nom Lagonda un véhicule tout-terrain 4 places développé en collaboration avec Mercedes-Benz. Un SUV Lagonda. Il faut s'arrêter un instant et imaginer. Le véhicule qui fut jadis l'automobile la plus cultivée, la plus plate, la plus abstraite de son temps, devait maintenant revenir comme engin de loisir surélevé. Les réactions de la presse et des connaisseurs furent unanimes et dévastatrices. Aston Martin retira discrètement le concept, sans explication supplémentaire. Un cas rare de bon jugement après un faux départ évident. Mais alors, en novembre 2013, quelque chose d'inattendu se produisit.
Le nouveau designer en chef d'Aston Martin, Marek Reichman, commença à travailler en interne sur un projet portant le nom de code Project Comet. Reichman, qui en tant que designer avait conçu l'Aston Martin DBS, la 177 et la Virage, s'inspira de quelque chose que la plupart de ses collègues auraient plutôt considéré comme exemple à éviter que comme plan directeur. La Lagonda originale de William Townes de 1976. Les lignes acérées et élancées, la silhouette en coin, le radicalisme intrépide de la forme. Reichman ne voulait pas de copie muséale, mais une réponse moderne à la même question que Townes avait posée. Que signifie l'exclusivité extrême sous forme de carrosserie? Le résultat débuta le 10 novembre 2014 à Dubaï. Aston Martin l'appela la Lagonda Taraf, un mot arabe pour luxe ultime. Et le nouveau directeur général, Andy Palmer, la présenta devant un public de sheikhs, investisseurs et journalistes. Ce qu'ils virent était à couper le souffle. Aucun autre terme ne convient mieux. La Taraf mesurait 5 mètres et presque 40 cm de long, fabriquée en composite de fibres de carbone, et son extérieur citait dans chaque détail l'esprit de sa devancière. La calandre anguleuse, la ligne de toit plate, les ailes proéminentes, tout réinterprété avec une précision contemporaine. Sous le capot travaillait un moteur 12 cylindres atmosphériques de 5,9 litres de cylindrée et 530 chevaux, qui accélérait le véhicule de 0 à 100 km/h en 4,4 secondes, pour une vitesse maximale de 314 km/h. La Rolls-Royce Phantom et la Bentley Mulsanne, les dirigeantes traditionnelles de ce segment, prennent considérablement plus de temps jusqu'à 100 et pèsent beaucoup plus. Le prix, 1 million de dollars américains par pièce. Non comme provocation, mais comme pure expression de l'effort. Chaque véhicule fut fabriqué à la main, dans le même hall de production à Gaydon où était né auparavant l'hypercar 177. Le tirage prévu était de 200 pièces. La réalité, 120 véhicules furent livrés jusqu'à fin 2016. Le reste des commandes ne vint pas, non pas parce que la voiture était mauvaise, mais parce que 120 millionnaires prêts à dépenser 1 million de dollars pour une voiture ne se trouvent tout simplement pas à chaque coin de rue. Et voici maintenant le tournant vraiment intéressant de cette histoire, qui va bien au-delà de la voiture elle-même. Car ce que la Lagonda originale de 1976 avait lancé, avec son cockpit numérique raté, devint 30 ans plus tard la philosophie dominante de toute l'industrie automobile. Tesla donna à la Model S, à partir de 2012, un immense écran central sans instrument conventionnel, et le monde réagit avec enthousiasme à exactement cette idée pour laquelle Aston Martin avait été moqué 30 ans plus tôt. BMW adopta avec la série 7 à partir de 2016 un habitacle entièrement numérisé. Mercedes établit de nouveaux standards avec le système MBUX pour les surfaces tactiles dans l'habitacle. Tous des concepts que William Townes et Mike Loasby avaient esquissés dans leur atelier de Newport Pagnell, tandis que les journalistes londoniens écrivaient qu'Aston Martin avait perdu la raison. William Townes lui-même ne vécut pas ce triomphe de l'idée. Il mourut en mai 1993 à 55 ans. Aucune nécrologie ne mentionna la Lagonda comme son œuvre la plus importante. Aujourd'hui, où presque chaque nouveau véhicule a un cockpit qui porte son ADN, il serait temps de corriger cela. Et Victor Gauntlet, l'homme qui avait sorti Aston Martin des cendres avant de la céder à Ford, il se retira dans la vie privée, resta marchand de vin, entrepreneur et observateur silencieux de la marque qu'il avait sauvée. Quand il mourut en 2008, Aston Martin écrivit dans sa déclaration officielle que sans lui, la marque n'existerait tout simplement plus. Ce n'est pas une exagération, c'est de la comptabilité. La Lagonda ne fut jamais la meilleure voiture de son époque, mais elle fut peut-être la plus courageuse. Et parfois, le courage est plus important que la perfection. Si cette histoire vous a plu, laissez maintenant un pouce en l'air et écrivez-nous dans les commentaires quelle voiture nous devrions examiner ensuite. Chaque voix nous aide à produire encore plus de ces histoires pour vous. Et si vous ne voulez manquer aucune de nos prochaines contributions, abonnez-vous maintenant à notre chaîne. Nous nous réjouissons de vous retrouver.